À la une de ce 20h, recherche scientifique et manuscrits à Jami au Mali, état des lieux et perspectives, thème d'une rencontre à Bamako, une initiative du département arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Les échanges mobilisent des chercheurs du Mali et d'Allemagne. Production et transformation de la mangue à Sikasso, on en parle ce soir avec les acteurs de la filière. Ils estiment la production nationale à plus de 500 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs CFA. Dans ce 20h, parole également aux guides touristiques à Tombouctou. Ils nous racontent leur traversée du désert, faute de touristes. En cause, la crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. Que font-ils face à la situation? À suivre dans cette édition. L'ancien international malien Eric Sekou Chel est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Il succède à Mohamed Magassouba. Le premier défi qu'il attend, qualifier les Aigles pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On en parle dans l'actu des sports avec Siragatou Sissé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour la toute première fois, le Mali a célébré ce samedi 7 mai la journée internationale des drones. L'événement se tient autour du thème employabilité des jeunes à travers les drones au service du développement au Mali. Cet outil électronique aux multiples fonctions est magnifié par l'entreprise Millennium Technologies avec l'appui des ministères en charge de l'économie numérique et de l'emploi. Le point, c'est avec Fousseini Tunkara. Ce sont ces petits appareils de formes et de capacités différentes qui sont appelés drones. Ils sont à l'honneur ce samedi 7 mai comme chaque année depuis 8 ans à travers le monde. La journée est appelée Journée internationale des drones. Au Mali, c'est la toute première fois qu'elle est célébrée. L'initiative est pilotée par l'entreprise Millennium Technologies, dont le promoteur est le 3e jeune africain concepteur de drones. La communauté scientifique et technologique malienne évoluant dans les activités de conception et de vulgarisation des technologies relatives aux drones est fière. Fière de vous accueillir tous et toutes, chacun et chacune à cette cérémonie visant à célébrer une journée dont l'essence, la quintessence et l'effervescence tournent autour d'un idéal de clairvoyance, à savoir mettre en exergue les aspects positifs de l'usage des drones et montrer, démontrer, affirmer et confirmer à quel point ces outils technologiques de pointe qu'ils sont peuvent activement être à la fois acteurs, facteurs et vecteurs de croissance dans les activités de développement socio-économique. Pour cette première célébration, les organisateurs se sont mis d'accord sur le thème employabilité des jeunes à travers les drones au service du développement. Un thème qui a conquis le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, présent à cette cérémonie avec la représentante de son collègue chargé de la communication et de l'économie numérique. Je voudrais vous dire que l'utilité des drones est incommensurable, et cela dans les secteurs de la sécurité, de l'agriculture, de l'élevage, des BTP, de la santé, de l'hydraulique, de la communication, etc. Je me réjouis profondément que le choix de ce thème rime avec l'une des missions principales de mon département. La question de l'employabilité des jeunes et la mise en œuvre des conditions garantissant la fructification de leurs projets d'entrepreneuriat est au peloton des grandes préoccupations des plus hautes autorités de notre pays sous l'égide du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga. Cette cérémonie autour des drones a pris fin par les démonstrations. Le ministre Bakary Doumbouya et l'ancien ministre de la Communication, Amadou Touré, se sont prêtés au jeu. Il est important de savoir que le Mali occupe le premier rang en Afrique de l'Ouest en termes de création d'emplois par les drones. Parlons d'une autre journée célébrée cette fois-ci, demain 8 mai. Il s'agit de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Thème de l'événement, vers zéro blessure sur nos routes. Occasion pour la ministre des Transports et des Infrastructures de s'adresser aux usagers de la route. Nous l'écoutons au micro de Valentin Roger Diallo. Pour la célébration des 14 ans d'existence de l'OSRAO, le bureau exécutif de l'organisation a retenu comme thème central de l'année 2022 vers zéro blessure sur nos routes.
Ce thème est en parfaite adéquation avec l'objectif global fixé par les hautes autorités du pays dans les documents de stratégie nationale de sécurité routière approuvé par le décret 2021-0123 PTRM du 26 février 2021, qui est de réduire les taux de mortalité des accidents de la route de 50% à l'horizon 2030. En instituant cette journée sous-régionale, les États membres de la CEDEAO réaffirment leur volonté de réaliser les objectifs d'une sous-région de l'Afrique de l'Ouest sûre, où les accidents de la route ne continueront pas à invalider la force de travail, à endeuiller des familles et à déstabiliser l'économie communautaire. La célébration de la journée de l'Ostrao de cette année sera marquée au Mali par des campagnes de sensibilisation axées sur le marquage des véhicules en bande rétro-réfléchissante dans la circulation routière. Ainsi, les membres du Comité national de sécurité routière se rendront dans les gares routières à Bamako et dans les capitales régionales pour inciter les transporteurs, les chauffeurs et conducteurs routiers à apposer sur les gabarits de leurs véhicules des bandes rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit. La Russie célèbre lundi 9 mai le 77e anniversaire de la fin de sa grande guerre patriotique à Bamako. Une réception a été organisée par l'ambassade russe pour célébrer la fête de la victoire contre le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, le pays soutient fortement le Mali dans la lutte contre le terrorisme, occasion pour les autorités maliennes de marquer la reconnaissance du peuple malien au peuple russe. Ousmane Diakité. C'est dans une salle décorée à l'effigie des maréchaux soviétiques que la représentation diplomatique russe au Mali célèbre une journée historique, celle d'une Russie invincible, un événement exceptionnel, une mobilisation générale autour de l'ambassadeur Igor Gromyko, coopérant et ressortissant russe, ancien étudiant malien en Russie, ainsi plusieurs membres du gouvernement et officiers. N'est-ce pas là une belle image d'une coopération russo-malienne qui rassure? Сегодня мы с вами собрались отметить День Победы, особенный, самый. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le jour de la victoire, un jour très spécial et très sacré pour le peuple russe. Notre victoire commune a été acquise grâce aux actes héroïques de tous les peuples de l'Union soviétique. Sur les 27 millions de vies tombées au front et à l'arrière, 17 millions étaient des civils. Dans son discours, le diplomate russe a également salué ces jours sacrés et la mémoire des vétérans sans oublier la coopération fructueuse qui lie la Russie au Mali. Sur ces derniers points, entre les deux pays, l'horizon est complètement dégagé. À cet égard, nous saluons les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2021 sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. Nous sommes reconnaissants à nos amis maliens qui non seulement a soutenu cette initiative, mais l'a également coparrainée. Pour nous, le jour de la victoire est un symbole supplémentaire de l'importance de faire face solidairement aux menaces communes. La célébration de la journée a une saveur particulière cette année au Mali, puisqu'elle intervient au moment où notre pays et la Russie ouvrent une belle page dans leur coopération militaire. La recherche scientifique et les manuscrits Ajami au Mali, état des lieux et perspectives, un thème au centre d'une rencontre scientifique entre chercheurs du Mali et d'Allemagne. Les échanges de 2 jours portent essentiellement sur les manuscrits de Djenné, Tombouctou et Bamako. Le point est avec Fademba Keïta. Les 2 jours de réflexion approfondissent les connaissances des professeurs du département arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako sur les résultats des différentes publications portant sur les manuscrits Adjami.
Spécificité des manuscrits Adjami, celle des Soninké Adjami du Mali, étude des cas, la bibliothèque Al-Akib, quelques traits codicologiques et linguistiques de ces manuscrits, la médecine traditionnelle dans les 2 manuscrits Adjami, le traitement de l'incontinence urinaire à travers les manuscrits de Tombouctou sont entre autres thématiques exposées par des auteurs et professeurs du domaine. Il s'agit d'une équipe de recherche formée par le professeur universitaire avec l'université de Hambourg dans le cadre d'un projet intitulé Voix africaine à travers les manuscrits africains au Mali. L'atelier est organisé par le Centre d'études et de culture manuscrite en partenariat avec le DR arabe. L'importance de cet atelier, qui est un atelier technique de recherche dans lequel les différentes recherches sont présentées, et justement de faire le point sur la recherche textuelle et linguistique des manuscrits. Passé par visioconférence à cet atelier les bailleurs de fonds et chercheurs de l'université de Hambourg. Au cours de notre atelier, nous attendrons des présentations sur le contexte historique d'utilisation d'Adjami et aussi sur la diversité linguistique trouvée dans les manuscrits et aussi sur typologie régionale des manuscrits Adjami. Selon le vice-recteur de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, c'est pour capitaliser les acquis des manuscrits islamiques, magnifier leur apport dans la culture et la médecine traditionnelle, qui est choisi comme thème de cet atelier la recherche scientifique et les manuscrits Adjami au Mali, état de lieu et perspective. Premier grand format de ce 20h cap sur Sikasso où nous nous intéressons ce soir à la production, la transformation et l'exportation de la mangue. La filière génère un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs CFA avec une production nationale de plus de 500 000 tonnes selon les acteurs. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba ont échangé avec certains d'entre eux. Reportage. La campagne de mangue bat son plein actuellement dans la capitale du Kénédougou. Les acteurs de la filière sont à pied d'œuvre pour atteindre les objectifs de production, de transformation, d'exportation et de commercialisation. Ici, les prévisions de production sont à considérer en termes de centaines de milliers de tonnes. Au Mali, selon les sources PCDA, il y a plus de 570 000 tonnes sont produites au Mali, toutes variétés confondues, dont 60% dans la seule région de Sikasso. Cette année, nous allons atteindre vraiment les productions parce que généralement, vraiment, on a fait des prospections. La mangue a vraiment donné cette année. Après les vergers, les mangues ont 2 destinations qui sont les centres de conditionnement pour l'exportation et les unités de transformation. La région de Sikasso abrite la majeure partie de ces unités. Le Mali compte à peu près plus d'une 50aine d'unités de séchage. 2 sortes de séchage, les séchages artisanales qui sont des séchages à testat et des tunnels qui sont des semi-industriels que le Mali en compte aujourd'hui et dont Sikasso prend la plus grande partie. Le Mali même exporte à peu près une centaine de tonnes de mangue séchée. Et pour avoir 100 tonnes de mangue séchée, il faut le multiplier par 18. L'année passée n'a pas été tout rose. L'objectif cette année, c'est de 150 tonnes de mangue séchée que le Mali arrive à exporter. La transformation est en cours, tout comme le conditionnement pour l'exportation, même si cette dernière n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Les objectifs pour la campagne 2022, c'est pouvoir atteindre au moins 10 000 tonnes de mangue exportables à partir du Mali. Sikasso produit quelques 8 000 tonnes sur les 10 000. Nous avons 3 grandes variétés exportables. La Quinte, qui fait 80% des exportations, un peu de Kate et un peu d'Amélie. Nous allons d'une manière générale en Europe et au Maghreb. Ce sont les 2 grandes destinations. Mais nous cherchons à ouvrir le marché sur le Moyen-Orient. À côté des exportateurs, il existe d'autres acteurs qui interviennent dans l'approvisionnement des marchés locaux. Nous achetons les mangues dans les champs à une quinzaine de kilomètres de Sikasso.
Avant, je pouvais réaliser un bénéfice de 10 000 francs par jour. Actuellement, je gagne environ 2 500 car il y a suffisamment de mangue sur le marché. Il y a plusieurs variétés de mangue ici à Sikasso. Le commerce de mangue marche bien en ce moment et ça nous permet de gagner quelque chose. L'activité s'étend sur 3 mois en général, d'avril à juin. Du côté de l'interprofession de la mangue, coordinatrice des activités, l'enjeu de la campagne en cours est grand après 2 années marquées par le coronavirus et la faible production. Nous avons une bonne production cette année. Et cette production, il faut la travailler. Il faut la travailler au niveau transformation, au niveau exportation et même au niveau de la consommation locale. Pour faire ça, il faut des moyens, non seulement des moyens financiers et également des moyens logistiques. La mangue apporte à l'économie malienne plus de 10 milliards de francs CFA. Malgré l'apport important de la mangue à l'économie régionale et nationale, il reste encore des difficultés à surmonter, tant sur le plan de l'exportation que sur celui de la transformation. Le Mali est un pays continental. Même les mangues transformées, exportées en produits frais, il faut quand même les moyens logistiques pour les faire amener au niveau des ports. Vous avez vu avec l'embargo, les ports stratégiques étaient Dakar et Abidjan. Et donc nous avons eu beaucoup de difficultés pour pouvoir négocier et pouvoir amorcer les exportations à partir de ces ports-là. Donc nous étions obligés d'aller vers d'autres ports comme les ports de Guinée, la Mauritanie et le Maroc pour trouver des solutions alternatives. Il y a le problème financier, il faut l'argent pour gérer tout ça. Bon, ils sont en train de travailler pour trouver les moyens appropriés pour nous permettre à tous les acteurs d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à certains financements pour répondre à des besoins spécifiques. Le suivi régulier du traitement, l'extension des vergers et l'amélioration de la transformation constituent quelques défis de la filière mangue, des défis qui pourront être relevés avec l'accompagnement de l'État et des partenaires. De Sikasso, rendons-nous à Tombouctou avec ses merveilles, une région à visiter absolument, mais avec l'assistance des guides touristiques. Ces derniers subissent fortement l'impact de la crise sécuritaire depuis 2012. Que font-ils face à cette situation? Idrissa Goulou Sissoko est allé à leur rencontre. Berceau des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest, le Mali, riche de son passé glorieux, constitue une des destinations touristiques les plus prisées de l'espace CEDEAO, grâce notamment à la richesse et à la diversité de ses ressources touristiques. La destination touristique de la région de Tombouctou se distingue en effet par des atouts tels que les biens culturels matériels et immatériels classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les ressources naturelles impressionnantes et des traditions d'accueil et d'hospitalité exceptionnelles. La puissance tranquille du fleuve Niger vous entraîne à la découverte de ce pays multicolore et multiséculaire, c'est-à-dire la cité des 333 saints. La région de Tombouctou regorge d'énormes potentialités touristiques. Nous avons d'abord la ville de Tombouctou qui est classée patrimoine mondial de l'humanité, avec les 3 grandes mosquées, les maisons des observateurs, les mausolées, les bibliothèques. Donc il y a d'énormes potentialités touristiques à Tombouctou. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le secteur est confronté à des difficultés suite à la crise multidimensionnelle que connaît notre pays et la pandémie du Covid-19. Les acteurs touristiques ont tout simplement le blues. Aujourd'hui, le métier de guide de tourisme se porte très très mal. Se porte très mal. Parce que le secteur du tourisme, ça fait pratiquement une dizaine d'années. Elle est complètement éclaboussée, elle est complètement, qu'on le dise, collapsée. Et c'est ça ce qui fait que l'industrie du tourisme aujourd'hui, surtout dans le monde du guide et tout ce qui contribue au développement du secteur du tourisme, ça se porte très très mal de nos jours. Si tu vois un touriste qui quitte l'Europe pour venir ici au Mali, son rêve d'être dans le désert
avec les dos des chameaux et dans les dunes de sable. Vraiment, c'est tout ce que nous avons rencontré comme des tourismes à travers les déserts. Vraiment, ils sont très, très, très contents. Malgré qu'aujourd'hui, nous, les guides chameliers, nous sommes victimes de cette crise. Face à cette situation, des mesures d'accompagnement du secteur ont été envisagées, mais restent insuffisantes. En janvier 2021, le département a organisé une série de séminaires au niveau national, ensuite au niveau des régions. Il y a une phase régionale qui a concerné les régions du Nord. Le thème du séminaire, c'était émergence pour une gestion concertée des 3 secteurs, tourisme, artisanat et culture. C'était pour faire l'état des lieux du tourisme et recenser les problèmes du tourisme. Donc, et ensuite, à la suite de cet événement, on a fait la réception des dossiers de demande d'appui des acteurs du tourisme. Donc, ce qui a fait que les acteurs du tourisme, les guides, les hôteliers, les restaurateurs, les gens de voyage ont tous bénéficié d'un fonds Covid du gouvernement malien de 184 000 francs CFA. L'absence de touristes internationaux impacte aussi sur l'hôtellerie. Dans les hôtels que nous avons visités, les clients se font rares, mais certains tirent leur épingle du jeu. D'autres hôtels aussi qui ont servi, dans des moments très très difficiles. Dieu merci, donc André Nakan aussi fait partie de ces hôtels-là. Nous avons beaucoup lutté et aujourd'hui nous nous trouvons à une autre phase. Nous n'allons pas dire que c'est la phase du tourisme parce que le tourisme ne vient plus à Tombouctou encore. En attendant le retour du tourisme international, la politique du tourisme national reste une priorité des autorités de la transition. Pour développer le tourisme maintenant, il faut le développement du tourisme national. Il faut faire découvrir aux Maliens leur propre terroir. Quand on va dans les autres pays, l'Inde par exemple, la plupart des visiteurs des sites touristiques, c'est des nationaux. Donc, au contraire, c'est nous. Venez à Tombouctou, la ville elle est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas de banditisme à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Voir Tombouctou une fois et mourir, on ne regrettait pas d'avoir vécu ces moments-là. Tout individu sur Terre aujourd'hui rêve d'un jour de venir à Tombouctou, quel que soit ce que ça va coûter. Et l'enjeu aussi vaut la chandelle pour l'État de s'investir pour que Tombouctou renaisse de ses cendres, comme le phénix l'a fait. Tombouctou a visité absolument. Partons à la découverte d'un bricoleur de caoutchouc à présent. Il s'est spécialisé notamment dans la réparation des phares, pare-brise ou encore des calandres. Son nom, Issa Touré, il a 31 ans et emploie 9 personnes et pratique ce métier depuis 13 ans. Drissa Kone et Tchadia Kamara ont passé une matinée dans son atelier ici à Bamako. Reportage. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes. Jean rappelle ainsi une vérité fondamentale. Tous les métiers sont dignes d'intérêt. Il suffit de regarder autour de soi pour choisir un métier. Pour illustration, les bricoleurs passionnés, c'est surtout un exercice de créativité. Et c'est ce que fait Issa Touré depuis 13 ans. Âgé de 31 ans, il est bricoleur ou réparateur de feux rouges, des clignotants, des phares, ainsi que des calandres, des pare-chocs en plastique des véhicules et des motos. Para minu nya kan dron parce que pour que nga sala nga sala yara bonokola ma kala jamba ke mais nguye me nga shana ke bo ala ke ma ke nga bora bo nyini kon kan nya kon bo abuga na fa chama la sema ne ka client cha ko sobe aussi ba ferjini farn do bo segu do bo kuchala wo ko bo na parce que way wati kala bo nguye carte ni fan bo comme carte bana mais mo ko chamindo bo wa bla na bana ba bla ta tuni hal do bo fumuti. Installé de façon aléatoire sur une bâche, Issa a abandonné l'école en 5e année. Ses corps de métier, Issa l'aime et emploie 9 apprentis aujourd'hui tous passionnés comme lui. Parce que ça m'a donné base mamboula na Syria. Bon Issa na sa fanga boina am bale foni ni san joram barake. Ni sa fana ma jofana am taso. Panti be panti kononto. Ya dem sonu la be kononto parce que amena ñon bolo añon famu. Ya nous bloro na butoy. Je fais le bricolage ici. À peu près 10 ans. Depuis que j'ai arrivé mon dev, j'ai fait le seul travail ici. Je me plais là-dedans. Parce que ça nous range beaucoup. Les clients sont nombreux et très satisfaits du rendement. J'avais fait un petit choc au niveau du parachoc là. Donc c'était cassé complètement.
Ça fait 175 000 francs. Donc pour changer ça. Alors que c'était vraiment cassé. Quand j'ai amené, ils ont, comme vous pouvez voir, ils ont réparé. On ne le sent même pas. Ça a été bien réparé. Bon, 5 000 francs. Non, ce n'est pas ma première fois. J'ai confiance en eux. Je viens de temps en temps, même pour les phares ou bien les feux rouges, etc. Ils peuvent les réparer et puis c'est vraiment bien. Je suis venu réparer le pare-choc. C'était cassé. J'ai fait un choc avec ça. C'était cassé, complètement cassé. Vraiment, ils ont bien réparé. Je suis vraiment content. Tout ça, il y a quelques mille francs pour payer ça. Et ils l'ont réparé à combien? À 2500. Grâce à cette confiance et sa loyauté envers les clients, notre chef d'atelier arrive à joindre les deux bouts. Bon, nous sommes froids là. Alors, nous sommes demain, nous sommes demain. Il y a mis Sara. Bon, clé on a bon 15 000 ou un waflan qui me dure. Ben même temps, bon, me donnons des ngadimson au tasso. Il y a Jonathan là. Avec comme matériel de travail, quelques barres de fer, des morceaux de plastique récupérés ou achetés au marché, un fourneau et du charbon, l'atelier tourne à merveille. C'est pour dire tout simplement qu'avec une volonté innovante, rien ne se perd, tout se recycle et se transforme. C'était les grands formats de la rédaction de ce 20h week-end. Santé à présent avec le lancement du projet dépistage et prise en charge de la surdité chez les nouveau-nés. Au Mali, ce sont 4500 enfants qui sont touchés par la maladie tous les ans. Alpha Maïga pour les détails. Cette cérémonie est consacrée au bien-être de l'enfant, d'où la mise en place d'un programme de santé auditive. Ainsi, il est procédé au lancement du programme à travers un projet intitulé « Dépistage et prise en charge de la surdité chez les nouveau-nés au Mali ». Selon l'OMS, 466 millions de personnes dans le monde souffrent de déficience auditive. De plus, les premières études ont montré que 6 enfants sur 1000 naissent sourds. On peut donc estimer qu'environ 4500 enfants sont touchés chaque année au Mali, ce qui a pour conséquence une série de difficultés économiques, sociales, éducatives et professionnelles. Le projet sera basé sur le développement du dépistage chez les nouveau-nés avec les médecins et les infirmiers dans 3 centres de santé de référence de Bamako et celui de Kalabankoro. Le projet bénéficie de l'appui de la coopération autrichienne pour le développement. Il est articulé sur certains axes. Il y a d'abord l'information, sensibilisation. Ensuite, les populations, elles doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à un retard de langage. Ensuite, il y a tout ce qui est influenceur et lobby. Medel, qui est basé en Autriche, est un des principaux fabricants de systèmes auditifs dans le monde. Guidé par notre mission d'aider les personnes à surmonter les barrières de la communication et de la qualité de vie, Medel aujourd'hui propose une large gamme de solutions auditives pour offrir à chaque utilisateur une qualité de vie honorable. Et c'est l'hôpital Gabriel Touré qui va servir de cadre de référence, autrement dit un pôle d'excellence. Lutte contre le paludisme à Fana, dans la localité, Pessi Mali encourage les femmes engagées dans le combat contre cette maladie. Elles ont d'ailleurs reçu des prix et du matériel de travail. Le commentaire est signé Ibrahim Khalil Togola. Au Mali, le paludisme pendant la grossesse est un problème de santé publique pour les femmes et pour les nouveau-nés. En 2021, dans notre pays, près de 4 millions de cas de paludisme impliquant ces 2 couches ont été recensés dans les structures de santé. La problématique est répandue dans les zones rurales. Pour changer la donne, le gouvernement malien a mis en place des stratégies. Il s'agit de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée par les femmes enceintes à tout moment, l'intensification du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, la confirmation biologique de tous les cas suspects du paludisme avec TDR ou BT-test, le traitement précoce des cas confirmés du paludisme par un médicament approprié. Pessi Mali est un partenaire clé dans cette lutte contre le paludisme. Témoin cette remise de prix et des matériels de prévention aux femmes ayant respecté le suivi du traitement dans la localité de Fana. Des matériels entièrement financés par Pessi Mali. On doit tout faire pour améliorer le score de cet indicateur. Ensemble avec le PNLP, avec la direction régionale de Kolikoro, avec le médecin-chef ici de Fana, on a célébré aujourd'hui cette remise de prix pour ces femmes et avec leurs maris qui sont venus
pour prendre les médicaments contre cette maladie. Faire beaucoup plus. Un combat presque impossible sans l'engagement et la disponibilité des femmes elles-mêmes. Nous sommes très heureuses de ce geste. Je suis à la lettre les recommandations médicales et l'hygiène. J'invite les femmes à faire de même, car le paludisme est une maladie dangereuse. Les autorités communales de Fana ont salué l'État et le partenaire Pessi Mali pour avoir choisi leur localité pour la tenue de la journée. Une journée qu'elles jugent très importante dans la prévention du paludisme. Plus d'1 milliard de francs CFA pour contribuer à renforcer les prises en charge sanitaires afin de limiter la transmission de l'épidémie du Covid-19 dans une cinquantaine d'aires de santé et districts sanitaires du Mali. C'est un projet financé par l'Union européenne. On en sait plus avec Ousmane Diakité. L'Union européenne est résolument engagée aux côtés du peuple malien. Le décaissement de plus d'1 milliard de francs CFA pour contribuer à renforcer les prises en charge sanitaires de qualité afin de limiter la transmission de l'épidémie du Covid-19 en est la parfaite illustration. Un projet qui couvrira plus de 50 aires de santé et districts sanitaires de notre pays. Ce projet vise à réduire la propagation de l'épidémie à travers un appui au renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les structures de santé de Bamako, mais aussi dans la communauté. Cette action contribuera au ralentissement et à la prévention de l'expansion de la pandémie à coronavirus. À travers de ce projet, l'Union européenne appuie l'État malien en contribuant à la mise en œuvre du plan de prévention et de riposte Covid-19, en renforçant la résilience des ménages rendus vulnérables par la pandémie, et aussi en contribuant à renforcer les prises en charge sanitaires. L'épidémie de la Covid-19 a été officiellement déclarée au Mali le 25 mars 2020. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, la réponse au Covid-19 au Mali reste un problème crucial de santé publique. C'est un projet qui vise donc à limiter la transmission de l'épidémie du Covid-19 dans les districts de Bamako et puis centre du Covid-19, ce qui fait moins d'épines dans les pieds des autorités. Ce projet qui sera mis en œuvre par International Medical Corps, IMC, dans 64 SESCOM, 6 districts sanitaires des 6 communes du district de Bamako, est structuré sur 4 axes. Il s'agit notamment de la formation et le suivi des prestataires, la fourniture des intrants, du renforcement de la coordination au sein des structures de santé, la sensibilisation de la communauté pour un changement de comportement. Pour être plus précis, 1,6 milliard francs CFA seront investis dans la mise en œuvre de ce projet de lutte contre la transmission du Covid-19 dans les zones ciblées. Il est mis en œuvre par International Medical Corps. Et le point Covid du jour au Mali. Ce samedi, les services de santé ont enregistré 17 nouveaux cas, 6 patients guéris et 0 décès à ce jour. 92 patients sont sous traitement. Les autorités appellent la population au respect des consignes sanitaires et à la vaccination. L'actualité des sports, c'est avec vous, c'est Ragato Sissé en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahima Traoré. Alors, après plusieurs jours de négociations, la FEMAFOOT a enfin choisi notre compatriote Eric Sekouchel comme nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, en remplacement de Mohamed Magasuba. Ah oui, la première mission assignée à Eric Sekouchel est de qualifier le Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. En misant sur Shell, la FEMAFOOT joue la carte des sélectionneurs locaux, disons ceux nés au Mali ou porter les couleurs nationales. Aridjouma Tina nous présente le nouveau sélectionneur. Eric Sekouchel, l'ancien international malien, est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Âgé de 44 ans, Eric Sekouchel aura porté le maillot national à 6 reprises entre 2003 et 2006. Celui qui succède désormais à Mohamed Magasuba à la tête de l'équipe nationale senior de football était dans la shortlist composée de l'allemand Wilfried Schaffer et du franco-allemand Gernot Rohr.
Finalement, après un examen minutieux des dossiers de candidature, le projet sportif de l'ancien joueur du Racing Club de Lens a plus convaincu la Fédération malienne de football ainsi que le ministère en charge des sports. Avec les Aigles du Mali, Éric Sékouchel va vivre sa première expérience en tant que sélectionneur. Détenteur du diplôme licence pro UEFA en 2021, le franco-malien n'a jusque-là entraîné que des clubs de division inférieure en France. Ayant désormais la responsabilité de diriger l'équipe Fagnon du Mali, qui regorge beaucoup de footballeurs professionnels évoluant dans les meilleurs championnats d'Europe, cela est donc un véritable challenge pour l'ancien entraîneur de Marseille Consolat, FC Martigues et Boulogne. L'objectif premier pour Éric Sékouchel, à la tête de la sélection nationale, est de qualifier les Aigles pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Éric Sékouchel est aussi attendu pour faire progresser l'équipe nationale avec un projet de jeu cohérent et plus dynamique porté vers l'offensive. D'ores et déjà, le temps presse pour le nouveau sélectionneur des Aigles qui va faire son baptême du feu le 4 juin prochain à Bamako lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 où les Aigles du Mali reçoivent les Diables Rouges du Congo. Bonne chance donc au nouveau coach, au nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Alors, Siragatou Sissi à l'échelle inférieure, un championnat national de Ligue 1, la 22e journée s'est poursuivie ce samedi. Ah oui, grosse sensation au stade Yara H de Koulikoro. Le premier Union sportif de Bougouba a battu le Djoliba AC 2-1. Les Rouges sont toujours leaders avec 38 points devant l'Union sportive du SEC de Kita, 36 points, accroché à domicile 0-0 par l'AS Police. L'USFAS a fait une bonne affaire en dominant LCBA 1-0. Demain dimanche, 2 matchs. 11 créateurs de Niarela, AS Bakradjan de Baraouli à 17h et à 19h AS Blackstar. Ces 2 matchs auront lieu au stade Modibo Keita. En revanche, 3 rencontres sont reportées pour cause d'indisponibilité des stades de Modibo Keita et Mamadou Konaté. Il s'agit de Stade Malien de Bamako, CS Dougolofila, Yellow Olympique COB et AS Douane de Sikasso. Et basketball pour terminer, la 3e journée prend fin ce soir. Ah oui, en ce moment même se joue le dernier match à Tarkov de Kidal contre Djoliba AC en série dames. Alors en série messieurs en début d'après-midi, l'AS Police a pulvérisé le Tata Sikasso 102-75. L'AS Mandé gagne 69-58. La commune 6 à Tarkov de Kidal s'impose 89-54. Le Djoliba AC. Alors, on le disait en série dames, l'AS Police bat l'Union sportive Minyankala de Koutiala 90-20. Hier, le Stade Malien de Bamako Dame a battu l'AS Real 64-61. Calaban Sport Club a triomphé 75-49, il faut retenir 75-49 devant l'USFAS. Le Stade Malien de Bamako, monsieur, a eu raison de l'AS Real 84-57. Ibrahim. Merci beaucoup. Les scores en basket, il faut faire avec. Absolument. C'est pas comme en football, on peut dire une équipe a gagné 1-0, 2-0. D'accord. Merci beaucoup, Siragatou. Si c'est bon week-end. Oui, on se retrouve demain, Inch'Allah. Plutôt Khadija Toukouni qui sera là demain, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Et l'on termine avec un mot de littérature avec la 14e édition de la rentrée littéraire au Mali. L'événement débute mardi prochain. 4 sites sont retenus pendant 5 jours autour du thème « Quand l'Afrique se raconte à elle-même et au monde ». Alpha Maïka. Face aux hommes de médias, les organisateurs de la rentrée littéraire du Mali, édition 2022, ils ont officiellement annoncé que l'événement aura lieu le 10 mai prochain, c'est-à-dire ce mardi. L'Afrique se raconte à elle-même et au monde, territoire et imaginaire. C'est le thème choisi pour cette 14e édition. Parce que nous vivons aussi des territoires, nous sommes nous-mêmes des territoires. Et donc, comment penser ces territoires-là? Parce que l'imaginaire, c'est aussi un champ d'idées. C'est un espace que l'affection, le débat nourrissent, y construisent des lendemains. 4 sites sont retenus pour l'événement qui s'étendra en 5 jours. Un événement au cours duquel un certain nombre d'activités seront menées avec des invités venus d'un peu partout. Du 10 au 14 mai 2022 à Bamako, Sikasso, Djenné et Tombouctou. C'est 100 manifestations littéraires et artistiques gratuites.
c'est 6 universités qui accueillent des activités. C'est les écrivains des 5 continents. C'est aussi 40 000 jeunes. C'est dire que grandes sont les attentes des organisateurs. Cette édition va aussi être un espace de dialogue entre des écrivains. Et aujourd'hui, un événement qui fait partie de l'agenda culture en Afrique. Initialement, la rentrée littéraire se tient au mois de février de chaque année et du coup actée dans l'agenda du monde littéraire et artistique. Cette année, elle se tient en mois de mai à cause de certaines contraintes du moment. Demain, 20h week-end, Khadia Toukone, retrouvez Abibatou Koyanjakité à 13h et je vous retrouve moi à 13h sur la radio nationale du Mali pour 13h dimanche. Passez d'excellents moments en compagnie de la télévision nationale du Mali. Bonsoir.